l'appelle plus, il ne l'appelle plus. Ah, là, vous m'écoutez, donc. Oui, là, ça Ah, marche, là, ça marche. j'ai malheureusement eu un appel entrant qui a carrément coupé mon micro. Ok, donc on parlait là de la prévention. On disait qu'elle passe par le dépistage systématique tous les 3 mois. La principale transmission étant sexuelle, le slogan demeure, comme le docteur Loïc l'a dit, nous qui avons grandi au début des années 2000, avons regardé Délire, Folie d'Iran le disait chaque jour, abstinence, fidélité et condom. Alors, l'abstinence, qui est l'idéal, ne pas avoir de rapport sexuel, c'est un gros facteur protecteur. La fidélité, elle est également très bonne, malgré le risque que le partenaire, lui, ne soit pas fidèle. Et le condom, le docteur Sonwa a fait un petit clin d'œil dessus. Il a parlé d'une conception du préservatif qui biaise un peu la protection contre les infections sexuellement transmissibles. Le fait que les jeunes et même les personnes un peu plus âgées pensent que le préservatif est uniquement une méthode de contraception. Du coup, en comptant leur cycle menstruel, comme le docteur Pounal leur a appris sur, je ne sais pas, TikTok, ils vont se dire, ok, là, je suis en période féconde, j'ai des rapports sexuels avec un préservatif. Le jour où je ne suis pas en période féconde, je peux avoir des rapports sexuels sans préservatif. Et ce qui est un gros facteur donc de contracter les infections, notamment le virus, le VIH. Alors, si on envisage une relation sexuelle non protégée avec son partenaire, il est important de faire un check-up en amont. S'agissant de la transmission materno-fœtale, le suivi de la maman est primordial, comme on l'a dit, pour limiter l'infection du bébé et la prise en charge à la naissance du bébé via certaines molécules comme la névirapine. Bon, ce n'est pas très important pour vous, mais il y a des molécules qu'on va donner à l'enfant dès la naissance, qu'il va prendre jusqu'à 18 à 21 mois, le temps qu'on puisse savoir exactement s'il a été infecté ou non. Donc, à 18 à 21 mois, on lui fera un examen pour savoir si le virus est bel et bien présent dans son corps ou non. Alors, pour le personnel soignant, pour le personnel soignant, si vous êtes infecté, si vous êtes exposé, vous pouvez commencer le traitement moins de 6 heures après l'incident. Et donc, il y aura une durée, je crois que, donc c'est combien de temps? C'est 3 mois, la durée du traitement? 1 mois, généralement. Un mois, voilà. Donc, si vous prenez le traitement moins de 6 heures après l'exposition, pendant 1 mois, il est possible que ce virus-là soit tué totalement. Donc, après ce mois-là, on pourra vous faire des examens régulièrement pour savoir si oui ou non il est toujours là. Mais sinon, normalement, ça devrait marcher. Alors, cette méthode est également pratiquée pour les dames qui ont été victimes de sévices sexuels. Alors, je fais une parenthèse dessus. Pour une dame qui a été violée, il faut qu'elle se rende immédiatement dans un hôpital, dans de brefs délais. On a parlé de 6 heures maximum. Alors, pendant ce temps, on va débuter un traitement antirétroviral. On va même lui donner ce qu'on appelle une pilule d'urgence pour éviter qu'elle ait une grossesse non désirée. Alors, si vous avez été exposé au VIH et que vous n'avez pas pris de traitement et que l'étape symptomatique a déjà débuté, quoi que vous fassiez, il est quasiment impossible que la maladie soit guérie totalement. Je dis quasiment pour ne pas dire impossible parce que juste la science n'est pas absolue, mais sinon, il est impossible que vous puissiez obtenir une guérison complète. Alors là, on va essayer de prendre les questions qui ont été posées au fur et à mesure et apporter des réponses. Donnez-moi quelques temps que je puisse prendre un autre appareil et lire les questions du direct précédent, s'il vous plaît. Mais veuillez patienter, s'il vous plaît. Je veux juste reprendre les questions de l'ancien direct et notre invité, s'il le veut bien, nous fera le plaisir d'apporter des réponses. Ok. Docteur Loïc, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, mon frère. Je sais pas, je n'arrive pas à voir tous les commentaires qui ont été posés toutes les questions qui ont été posées précédemment. Pourtant, je les voyais arriver.
Ah, ok, c'est bon. Alors, la première question nous vient de Monsieur Feuzeux. Je vais citer. J'aimerais savoir si les symptômes relatifs au VIH-Sida sont fonction de la charge virale. Ça, c'est la première question. D'accord. Merci à Monsieur Feuzeux pour cette question. Euh, la réponse, c'est oui. OK. La charge virale est liée à ce qu'on appelle le taux de CD4. Donc, ce sont deux paramètres qui sont liés. Donc, une charge virale élevée va entraîner une baisse du taux de CD4. Mais c'est surtout le taux de CD4 qui va déterminer les différents symptômes. Donc, il y a des maladies qui ont pour seuil un taux inférieur à 200, d'autres maladies qui ont pour seuil un taux inférieur à 100, d'autres un taux inférieur à 40. Donc, c'est en fonction du taux de CD4. Et on le rappelle, ce test-là est gratuit également dans le suivi tous les 6 mois ou au maximum tous les ans, qui va permettre à la personne de savoir, bon, qui va permettre de présager quelles sont les manifestations que la personne peut avoir. Il y a des tableaux pour ça. Merci Mhm. beaucoup, docteur. La réponse est assez précise. Alors, la question suivante nous vient de Monsieur Abko, je cite. Bonsoir les docs. Peut-on être porteur du VIH et ne présenter aucun symptôme sur le long terme? Alors, Monsieur Abo, merci pour cette question. On l'a dit, on a le VIH à 3 étapes. La primo-infection qui peut être asymptomatique ou avoir quelques symptômes. Et puis, il y a une phase de latence qui est longue. Et puis, en moyenne, c'est 10 ans. Donc, certaines personnes peuvent faire plus, certaines personnes peuvent faire moins. Donc, tant qu'on est dans la période de latence et que le taux de lymphocyte TCD4 n'a pas atteint un certain seuil, on peut ne pas avoir de manifestation du VIH. Merci beaucoup, docteur. Alors, on a une intervention du docteur Landry Bila, je cite. Euh, Aussi, il existe des personnes qui ont été confirmées séropositives dans un pays que je ne veux citer et sans avoir débuté un traitement sont déclarées séronégatifs plus tard dans un autre pays que je ne veux citer. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui peut expliquer qu'une personne soit déclarée séropositive dans un pays et qu'on la check dans un autre pays, elle est déclarée séronégative? Tu as la parole, doc. Alors, docteur Landry Bila, merci. Cette question, c'est une question qui fait polémique. On va dire que ça fait polémique. Maintenant, moi, je ne suis pas dans tous les canaux. Ce que je peux dire, bon, de mon appréciation à moi, c'est que les tests qui sont utilisés sont des tests qui sont fabriqués, qui ne sont pas forcément, qui ne seront pas toujours à 100%. Et il y a des personnes également derrière. Ça veut dire que il peut y avoir un biais lié au test, comme il peut y avoir un biais lié à la personne qui fait le test. Mais je pense que ce sont des cas qui sont rares et qui sont là surtout pour faire polémique. Je pense que tout ce que moi je peux donner comme élément à cela. Merci, docteur. Alors, j'aimerais ajouter au docteur Landry que si vous faites un test qui revient positif, il est question de le confirmer par un second test dans un autre laboratoire idéalement. Si vous confirmez et qu'il revient négatif, il faudrait faire un troisième test dans un autre laboratoire encore pour justement faire le point parce que les faux positifs, ça existe, les faux négatifs, ça existe. Donc, il faudrait jouer sur cela. Alors, on a une deuxième question du docteur Landry. Docteur, qu'est-ce qui peut expliquer le fait que l'on ait des couples hétérosexuels et sexuellement actifs? L'un a été déclaré séropositif, mais l'autre non. Ah, les couples, on les appelle les couples sérodiscordants. Ça veut dire que c'est tout à fait possible que dans un couple, ils aient des rapports sexuels non protégés, que l'un soit porteur du VIH et l'autre non. Pourquoi? Parce que c'est la charge virale et le taux de CD4 qui détermine, bon, surtout la charge virale qui détermine la transmission. Donc, une personne qui prend son traitement quotidiennement et qui a une charge virale indétectable peut continuer à vivre sa vie sans aucun problème et ne pas transmettre la maladie à son partenaire. Merci beaucoup, Doc. Je crois que même un enfant du CE2 comprendrait très bien les explications que tu donnes. Et pas de termes techniques, le français est assez simple. Alors, on a une question qui nous vient de M. Ludovic dit, je cite, bonsoir docteur et merci pour la présentation malgré la coupure d'électricité et l'instabilité du réseau mobile. Comment les personnes vivant avec le VIH peuvent-elles gérer les effets secondaires des traitements à long terme, entre parenthèses, nausées, maux de tête, insomnie, démangeaison, anémie, hépatotoxicité?
Je Alors, répète, comment les personnes vivant avec le VIH peuvent-elles gérer les effets secondaires des traitements à long terme? comment gérer les effets secondaires des traitements à long terme? Merci, Monsieur Ludovic, pour cette question. Euh, Comme tout traitement, même le simple paracétamol aura des effets secondaires. Et la gestion de ces effets secondaires passe par le suivi. Il faut déjà savoir qu'il y a différentes lignes de traitement antirétroviral. Ça veut dire qu'il y a première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Et même dans les premières lignes, il y a première ligne substituée, ainsi de suite. Ça veut dire, quand une personne va présenter ce qu'on appelle un manque de compliance, ça veut dire ces différents effets secondaires, le praticien en face de lui sera à même de déterminer quelle est la molécule de son traitement qui pose problème et de voir dans quelle mesure on peut changer cette molécule-là. Et également, on associe un suivi, vous l'avez dit, hépatotoxicité, donc on associe un suivi de la fonction du foie et de la fonction du rein. Et ça va rentrer dans le suivi. Une personne qui va régulièrement à ses consultations aux dates qui sont dites au niveau de l'unité de prise en charge aura un minimum de problèmes. On va pas dire aucun, mais un minimum. Merci beaucoup, docteur. Je pense que c'était la dernière question qui était posée pendant le direct. Pour les personnes qui vont regarder le direct en retard, vous pouvez laisser les questions en commentaire. Le docteur Loïc et moi serons notifiés et serons d'apporter dans les brefs délais des réponses à vos questions. Alors là, on tend à la fin. Docteur Loïc, je te passe la parole pour que tu dises le mot de fin avant qu'on ne clôture. Alors, je vais juste être bref et dire que le VIH, c'est une réalité. Le VIH, ce n'est pas une fatalité. Le VIH, c'est une maladie comme toute autre maladie qui a un traitement et lorsque on est discipliné et qu'on suit son traitement, on a une vie top, pour citer l'artiste. Voilà, j'en étais. Bon, et voilà, je vais également vous profiter pour souhaiter un très joyeux Noël et une très heureuse année 2025 à chacun de nos auditeurs. Merci, docteur. S'il te plaît, est-ce que tu peux rappeler aux internautes où est-ce qu'ils peuvent te rencontrer pour une consultation ou pour un suivi? Si même tu fais des consultations à domicile, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu sur ta personne, s'il te plaît? Mais docteur, tu sais que moi, je suis très polyvalent. Donc, mais mon endroit fixe, c'est le centre médical Sainte-Thérèse, c'est situé en Golfolo. C'est, on va dire, au niveau du Wagi, pour ceux qui connaissent à Yaoundé. Mais également, il y a mon Facebook qui est là, qui est disponible. On peut me contacter à n'importe quel moment, que ce soit des consultations à domicile, que ce soit des conseils, n'importe quoi. Il y a des personnes qui savent que j'aime beaucoup les questions. Donc, ceux qui veulent m'en poser, ils peuvent, euh, ils peuvent s'en donner à cœur joie. Merci beaucoup, Merci. docteur. On a une dernière question qui a été posée, mais étant donné qu'on a déjà terminé, tu voudras bien, s'il te plaît, répondre en commentaire après la fermeture du direct. Donc, merci à tous d'avoir été parmi nous ce soir. Merci au docteur Sowa. Je suis très content de voir le médecin brillant qu'il devient. Comme il a dit, on s'est connus, il faisait 4e année à la Fondation Chantal Biya. Il avait surtout du mal à gérer les bébés parce que 4e année, on vous met en néonata, c'était pas facile. Beaucoup de connaissances dans la tête, mais gérer les nouveau, c'était pas évident. Mais aujourd'hui, il est devenu un grand médecin. On espère qu'il va entrer très bientôt en spécialisation et devenir un patron d'une société savante. Donc, joyeux Noël par anticipation à tous et bonne année 2025. On se dit rendez-vous en fin janvier pour la toute première édition du mardi médical de l'année. Je tiens également à rappeler qu'une association humanitaire portant le nom du mardi médical a été déclarée auprès de la préfecture et va débuter ses activités au début de l'année 2025, activités sur le plan humanitaire et sur le plan médical. Si vous êtes intéressé par l'idée d'adhérer à cette association, bien vouloir me contacter. Merci, bonne soirée et une fois de plus, joyeux Noël.